c'est f par. Alors, je vais l'appeler f pour simplifier. Donc, soit f une fonction qui est continue en 0 et qui admet un développement limité d'ordre 1 au voisinage de 0. Alors, on vous demande de montrer que f est dérivable au point x égale 0 et on vous demande de déduire la partie régulière du dl. La partie régulière, c'est là où il n'y a pas le... C'est sans le reste, sans le epsilon. Donc, c'est le polynôme plus un reste. La partie régulière, c'est justement le polynôme. Alors, donc, on était à cette question-là. Donc, on va essayer de la résoudre maintenant. Donc, laissez-moi juste le temps de chercher le corrigé. Alors, c'est pas ici. Deuxième question, donc on est là. C'est bon? Alors, je vais regarder s'il y a des étudiants qui attendent. Une minute. Oui. Allez, on commence. Donc, soit f une fonction qui est continue en 0. On vous dit qu'elle admet un dl à l'ordre 1 au voisinage de 0. Donc, comment s'écrit un dl à l'ordre 1 au voisinage de 0? Il s'écrit comme ça. Il s'écrit A0 plus A1x plus x epsilon de x. Alors, epsilon de x et epsilon de x, c'est ce qu'on appelle le reste. Alors, c'est quoi x, donc epsilon de x, c'est quoi? C'est une fonction qui dépend de x, dont la limite est égale à 0. Donc la limite de epsilon x, quand x tend vers 0, est égale à 0. Voilà ce qu'on appelle un dl à l'ordre 1 au voisinage de 0. Donc, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, plus x fois une fonction dont la limite est égale à 0. C'est ce qui s'appelle un dl au voisinage de 0 à l'ordre 1. Donc, on vous dit dans les hypothèses que f admet un dl. F s'écrit sous cette forme. Et on vous dit qu'elle est continue en 0. Donc, la question, c'est montrer qu'elle est dérivable en 0. Alors, puisque f est continue en 0, donc, puisqu'on vous dit qu'elle est continue en 0, donc, c'est quoi la limite de f de x quand x tend vers 0? La définition de la continuité, elle vous dit, limite de f de x quand x tend vers 0, c'est f de 0, c'est ça la continuité. Or, f de x, c'est égal à ça. C'est égal à cette continuité. Donc, c'est quoi sa limite quand x tend vers 0? Alors, A1 fois x, ça tend vers 0. Comme epsilon x tend vers 0, donc tout ça, ça tend vers 0, c'est égal à 0. Ce qui fait que la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est, en fait, c'est A0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est la limite de A0 plus A1x plus x epsilon x. Donc, c'est égal à A0. Alors, en faisant l'identification, donc, on obtient A0 égale à f de 0. On en a besoin pour la suite. Donc, comment s'écrit le dl de f alors? Le dl de f, il s'écrit f0 plus a1x plus x epsilon de x. Voilà comment s'écrit donc le dl de f. Alors, cette équation, je l'appelle 3. Alors, si je regarde maintenant l'équation 3, puisque je cherche la dérivabilité, je veux montrer que f est dérivable en 0. La dérivabilité de f en 0, c'est quoi? C'est la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0. C'est ça la dérivabilité. Alors, d'après cette équation 3, c'est quoi f de x moins f de 0 sur x? Alors, f de x moins f de 0, c'est a1x plus x epsilon x. Et quand je divise par x, ça va être la limite de a1 plus epsilon x,
quand x tend vers 0. Et donc, ça me donne A1. Et lorsque cette limite-là existe, qu'est-ce qu'on dit? On dit que f est dérivable en 0. Et la dérivée de f en 0, ça veut dire f' de 0, est égal à la valeur de la limite. Donc, c'est égal à A1. Donc, on déduit que f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 1. Donc, si une fonction est continue, ce qu'il faut retenir, c'est que si une fonction est continue, si elle admet un dl à l'ordre 1 en 0, ce dl, il s'écrit comment? Il s'écrit A0 plus A1x plus x epsilon x. Que représente le A0? À partir de maintenant, que représente le A0? F0. C'est f de 0. Et que représente le A1? F' de 0. Le A1 ici, qu'est-ce que dans le A1? Le voici. On vient de montrer que A1, c'est la dérivée de f en 0. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Alors je vais l'écrire sur une feuille blanche. Donc, je répète ce que je viens de dire. Laissez-moi juste le temps de vérifier s'il y a des étudiants qui attendent. Oui. Alors, ce que je viens de vous dire, et c'est très important. Si une fonction est continue, donc je suppose que f est continue en 0. Je suppose qu'elle admet un dl au voisinage de 0 à l'ordre 1. À l'ordre 1 ou la 2, à partir de 1, c'est bon. Mais à 2 ou 3, peu importe. Donc, si elle s'écrit A0 plus A1x plus, peu importe, je peux aller à n'importe quel ordre, A2, X2, peu importe. Allez, je vais aller jusqu'à l'ordre N, allez. Plus AN, XN, et plus XN, epsilon. Avec la limite de epsilon x qui est égale à 0. Alors le A0, il est toujours égal, le A0, c'est toujours f de 0. Quand f est continu. A0, c'est toujours f de 0. A1, c'est toujours f' de 0. Tout le temps. Voilà ce que dit l'Église. Et ça, c'est bon à savoir. Donc, dès qu'une fonction admet un dl, à partir du moment où elle est continue, le A0, c'est toujours f de 0, et le A1, c'est toujours la dérivée de f en 0. Alors, ensuite, que dit la deuxième partie? Alors, on vous dit, on déduit la partie régulière de son dl. En fait, la partie régulière, là, c'est une fois qu'on a trouvé la partie régulière à ce moment-là, c'est ça. C'est f de 0 plus f' de 0 fois x. C'est ce qu'on appelle la partie régulière. Et ça s'appelle le reste. Donc la partie régulière, c'est f de 0 plus f' 0 fois x. Voilà ce qu'on appelle la partie régulière. Alors, troisième question. Montrer que l'existence d'un dl au voisinage de 0 à l'ordre 2, ça n'implique pas que la fonction est deux fois dérivable en 0. Ben, ça signifie que, voilà ce qu'on a dit. A0, c'est f de 0. A1, c'est f' de 0. J'aurais pu vous poser la question, c'est quoi A2?
Alors, F si vous... est Eh ben voilà, c'est ça l'erreur à ne pas commettre. Si vous dites que f prime, que A2 c'est f seconde de 0, eh ben ça c'est faux. Non, le A2 on peut rien dire. Il ne faut pas conclure que A2 c'est f seconde de 0. Tout ce qu'on peut dire, c'est quoi A0 et c'est quoi A1. Mais A2 non. Il y a des cas où on peut conclure. Si la fonction est dérivable, si on sait qu'elle est deux fois dérivable, alors on peut savoir ce que c'est A2. Mais on ne peut pas affirmer que UDL implique que f est deux fois dérivable. On ne peut pas le dire. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'existence du DL implique que f est une dérivable. Le fait que f est une fois dérivable, oui. À partir du moment où le DL existe, quand elle est continue, elle est forcément dérivable. Est-ce qu'elle est forcément deux fois dérivable? Non. On ne peut pas l'affirmer. Et c'est ça le pire. Il ne faut pas dire que A2, c'est f seconde. Eh bien, justement, la question suivante, c'est, regardez bien, montrer que l'existence d'un DL à l'ordre 2 n'implique nullement que la fonction est deux fois dérivable. Donc, ça n'implique pas que la fonction est deux fois dérivable. Elle peut ne pas être dérivable deux fois. Même si elle admet un DL, elle peut ne pas être dérivable. Donc là, il faut faire attention. Alors, pour montrer que cette situation peut se présenter, alors il faut trouver un exemple. Il faut trouver un exemple d'une fonction qui admet un DL à l'ordre 2, mais qui n'est pas deux fois dérivable. Alors, pour construire l'exemple, le voici. Alors, je prends la fonction suivante. Je l'appelle h. C'est 1 plus 2x plus 3x2 plus x3 sinus de 1 sur x. C'est comme la première fonction. C'est comme la fonction de la première question. Alors, les coefficients ici, 1 et 3, c'est pas important. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, on a 1, 2 et 3. C'est juste un ordre croissant. 1, 2 et 3. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous avez une constante A0, ensuite A1 et A2. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors ça, c'est lorsque x différent de 0, parce que sinus de 1 sur x n'est pas défini en 0. Alors en 0, c'est quoi? On pose que c'est égal à 1. Alors il faut se mettre dans les questions il faut se mettre dans les conditions de l'exercice, les conditions de la question 2. La question 2, c'est quoi? Il faut avoir une fonction qui est continue en 0. Donc h doit être continue en 0. Alors la fonction h, elle est continue sur f. Pourquoi? Parce que la limite de h de x quand x tend vers 0, c'est quoi? Ben, on va le faire ensemble. C'est quoi la limite de h de x quand x tend vers 0? Par quoi je vais remplacer h? 1. Non, eh ben c'est ça l'erreur. Non, on l'a dit plusieurs fois. Parce qu'ici, c'est pas lorsque x est égal à 0, c'est lorsque x tend vers 0. Il tend, il s'approche. Donc il n'est pas égal à 0 le x. La limite, c'est pas lorsque x est égal à 0, c'est lorsque x est proche de 0. Alors lorsque x est proche de 0, ça veut dire qu'il est différent de 0 et il s'approche de 0. Alors comme il est différent de 0, donc on est dans cette partie-là. Et donc h, il faut le remplacer par ça. Et c'est quoi la limite de cette quantité quand x tend vers 0? Alors, ici, vous avez x, donc la limite c'est 0. Ici, c'est 0. Le x3 sinus de 1 sur x, c'est quoi sa limite quand x tend vers 0? 0. Pourquoi? Que si c'est borné, x tend Borné vers avec 0. une fonction qui tend vers 0. Donc, tout ça, c'est 0. Alors, ce qui fait que la limite, c'est égal
à 1. Donc la limite est égale à 1. Et il se trouve que 1, c'est h de 0. 1, ce n'est rien d'autre que h de 0. Ben, c'est pour ça que h est continu en 0. Alors, il est continu en 0. En dehors de 0, elle est tout le temps continue. Parce que le seul point qui pose problème, c'est 0. En dehors de 0, elle est continue. Donc, elle est continue sur R étoile. Elle est continue sur R. Donc, plutôt en 0. Donc, elle est continue sur R. En fait, on a besoin de la continuité en 0. Alors maintenant, la dérivabilité en 0. Est-ce qu'elle est dérivable en 0? Oui, mais on peut ne pas la calculer parce que la question 2, qu'est-ce qu'elle dit la question 2? Elle dit que si une fonction est continue en 0, si elle admet un DL d'ordre 1, elle est dérivable. Alors en fait, ça c'est un DL d'ordre 1. On peut dire que ça c'est un DL d'ordre 1. Parce que h de x, je peux l'écrire que c'est égal à 1 plus 2x plus x epsilon de x. Alors dites-moi c'est quoi epsilon de x? Epsilon de x c'est quoi? Non, c'est pas 0, c'est une fonction C'est qui une dépend. fonction qui tend vers 0. Oui, c'est laquelle? Dans notre cas, c'est quoi epsilon de x? Sinus 1 sur x. Non, X carré sinus 1 sur x. c'est 3x. Ah, C'est 3x ok. plus x carré Sinus 1 sur sinus 1 sur x. Voilà notre fonction epsilon de x. Alors, elle tend vers combien quand x tend vers 0? Vers Elle tend vers 0. 0. Ce qui fait que ça, c'est un DL. Ce qui fait que cette écriture-là, c'est un DL d'ordre 1 au voisinage de 0. Voilà donc un DL. Et la question 2, elle vous dit que si une fonction est continue en 0, si elle admet un DL d'ordre 1, alors elle est dérivable en 0. Et c'est quoi sa dérivée en 0? Elle est égale à elle est forcément dérivable, et sa dérivée c'est 2. Alors on va vérifier. Étudions la dérivabilité. Ici on peut le faire parce qu'on connaît la fonction. Étudions la dérivabilité en x égale à 0. La limite de h de x moins h de 0 sur x quand x tend vers 0, c'est la limite de 2x, h de x, donc c'est ça, parce que c'est toujours la limite. Quand c'est la limite, ça veut dire que x n'est pas égal à 0. Quand x n'est pas égal à 0, donc h de x, c'est la quantité qui est en haut. Quand on enlève h de 0 qui est égal à 1, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2x plus 3x2 plus x3 sinus 1 sur x. Je simplifie par x, donc c'est la limite de cette quantité. Et la limite de cette quantité, elle est égale à 2. C'est ce qui a été prévu dans la question 2. On a dit que ça c'est f de 0, et ça c'est f' ou la h' de 0. Ça on le sait, on l'a juste vérifié. On vient de vérifier, c'est bien égal à 2. Maintenant, est-ce qu'elle a un DL à l'ordre 2? Ça, c'est un DL à l'ordre 1. On sait qu'elle a un DL à l'ordre 1. Maintenant, est-ce qu'elle a un DL à l'ordre 2? Je regarde ma fonction h de x. Est-ce que je peux l'écrire 1 plus 2x plus 3x2 plus quelque chose fois epsilon x? Oui. Plus x2, oui. C'est x2 fois x sinus de 1 sur x. D'accord? Donc, il y a un DL dans 2. Je peux affirmer que 3, c'est la dérivée seconde de h. Eh bien, on va voir que Non. Mais la dérivée seconde n'existe pas ici. H, la dérivée seconde, elle n'existe pas. Donc, le 3 n'est pas la dérivée seconde. Alors, maintenant, h est dérivable au point x égale à 0, et sa dérivée, c'est égal à 2. Ça, c'est clair, on vient de le dire. Alors, maintenant, c'est quoi la fonction dérivée? H' de x, c'est quoi? Quand x n'est pas nul, donc c'est la dérivée de ce qu'il y a ici,
On dit ce qu'il y a ici. Voilà ce que ça va vous donner. Quand x est nul, la dérivée en 0, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on vient de trouver ici. C'est 2. Voilà H'. Alors, on va montrer que H' n'est pas dérivable. Si H' n'est pas dérivable, ça veut dire que H seconde n'existe pas. بلا ما En مشي 0, hein, en 0. Le H seconde n'existe pas en 0. Et donc, مشي oui. تسمعني بلا من نروح لبسيلون اكس نكالكوليوها. Non, non, non. Non, c'est pas à partir du DL. C'est pas à partir du DL. داكور ويت. On veut montrer que le fait que f, si une fonction possède un DL, ça ne veut pas dire que h seconde existe. Enfin, le h seconde peut ne pas exister. Le DL oui, peut d'accord. exister, mais h seconde peut ne pas exister. Alors, D'accord, pourquoi h seconde peut ne pas exister? Parce que h seconde, c'est la dérivée de h'. Et on va voir que h' n'est pas dérivable en 0. Alors, la fonction h est 2 fois dérivable sur R étoile. Sur R étoile. Hein. Parce que sur R étoile, voilà la fonction h'. Celle-là, elle est dérivable partout. Le seul point qui pose problème, c'est x égale à 0. En dehors de 0, la fonction elle est dérivable, il n'y a aucun problème. Donc h', elle est 2 fois dérivable sur R étoile. Maintenant, la dérivabilité en 0. Est-ce qu'elle est dérivable en 0? Alors, ce qu'il faut calculer, c'est la limite de h' moins h' de 0 sur x quand x tend vers 0. C'est ça h seconde. C'est la dérivée de h'. Donc, c'est la limite de h' de x moins h' de 0 sur x quand x tend vers 0. Et ça, c'est égal à quoi? Alors, h', voilà h'. H' de 0, c'est quoi h' de 0? Donc, pour x égale à 0, h' de 0, c'est 2. Alors, ceci moins 2, ça donne quoi? Ça donne 6x plus 3x de sinus 1 sur x moins x cosinus de 1 sur x. Et on doit diviser par x. Quand on divise par x, donc 6, 3x2 sinus 1 sur x, donc c'est 3x sinus 1 sur x. Mais là, le x, il s'en va, donc il reste cosinus de 1 sur x. Et quand on passe à la limite, alors quand on passe à la limite, c'est quoi la limite de 6? Bon, c'est 6. La limite de 3x sinus 1 sur x quand x tend vers 0, c'est 0. Et c'est quoi la limite de cosinus de 1 sur x quand x tend vers 0? On ne connaît pas. Il n'y a pas de limite. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de limite. Donc h seconde n'existe pas. Ce qui fait que le A2 du DL, ça ne représente pas h seconde. Le A1, c'est h', oui. Mais le A2, ce n'est pas h seconde. On peut avoir un DL sans que la fonction ne soit 2 fois dérivable. D'accord? Donc, h seconde de 0, il n'existe pas. Alors que la fonction, elle admet un DL à l'ordre 2 au voisinage de 0. Ce DL, c'est quoi? Ce DL, ben on vient de le dire, c'est 1 plus 2x plus 3x2 plus x2 epsilon x avec epsilon x, c'est x sinus de 1 sur x. Donc le DL à l'ordre 2, il existe. Ça, comme elle est continue, ça c'est sûr que c'est h de 0. Le 1, c'est h de 0. Le 2, c'est h' de 0. Ça, c'est la question 2 qui le dit, et puis on l'a vérifié. Mais ça, ce n'est pas h seconde. Donc le DL existe, mais ce n'est pas h seconde. Parce que h seconde, il n'existe même pas. D'accord? Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que représentent les deux premiers termes. Cela, on peut savoir ce que c'est. À partir du troisième, il faut faire attention. D'accord? Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans le piège. Bon, alors maintenant, l'exercice 7. C'est quoi l'objectif de l'exercice 7?
L'exercice 7, c'est comment calculer un développement limité. On vous donne une fonction et comment calculer son développement limité. Alors, le développement limité, quand il existe, il est unique. Ce n'est pas toutes les fonctions qui admettent un développement limité. Il y a des fonctions qui n'admettent pas de développement limité. Par exemple, une fonction au voisinage de 0, hein, une fonction qui n'admet pas de limite en 0, ne peut pas admettre un DL en 0. Si une fonction, par exemple sinus de 1 sur x, ou la cosinus de 1 sur x, la fonction qu'on avait trouvée, cosinus de 1 sur x, est-ce que cosinus de 1 sur x, est-ce qu'elle a une limite en 0? Non. Non. Ben, si elle n'a pas de limite en 0, elle ne peut pas admettre un DL en 0. Pourquoi? Parce que si un DL existe, si une fonction admet un DL, comment elle va s'écrire? Elle va s'écrire comme ça. Ben, ça signifie que la limite de f de x, quand x tend vers 0, ben, c'est égal à A0. Donc si le DL existe, ça veut dire que A0, A1 jusqu'à AN, tout ça, ça existe. Et donc, si le DL existe, ce qui fait que la limite, elle est égale à A0. Et comme A0 existe, ça veut dire que la limite existe. Alors, quand on a P implique Q, la contraposée, c'est quoi? La contraposée, c'est non Q implique Non, P. non P. Ben, ça veut dire quoi non Q implique non P? Ça veut dire que si la limite n'existe pas, le DL n'existe pas non plus. Monsieur, Donc, une fonction qui n'a pas de DL, qui n'a pas de limite, elle n'a pas de DL. Donc, il y a des fonctions qui n'ont pas de développement limité. Oui. il y a des gens qui attendent. Ah, pardon, c'est vrai que j'ai pas vérifié. Oui. Merci. Bon, alors donc je répète, il y a des fonctions qui n'admettent pas de DL. Par exemple, des fonctions telles que des fonctions qui n'ont pas de limite en 0. Une fonction qui n'a pas de limite en 0 ne peut pas admettre un DL en 0. Alors donc, dans la question 7, dans l'exercice 7, on vous donne un certain nombre de fonctions. Vous avez 10. Vous avez 10 fonctions. Alors pour chacune d'elles, on vous demande de trouver le DL à l'ordre 3 au voisinage de 0. Alors quand on vous dit trouver le DL, ça veut dire qu'on suppose que le DL existe déjà. Donc on vous demande de le trouver. Alors comment trouver le DL? Il y a plusieurs méthodes pour trouver un DL. Vous avez vu en cours, j'espère, enfin je suis sûr, qu'on vous a parlé des différentes méthodes de la détermination d'un DL. Il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qu'on utilise dans la pratique? Eh bien, ça dépend des fonctions. Ça dépend de la forme de la fonction. Alors, ce qu'on utilise assez souvent, c'est... alors, il y a des gens qui attendent. Alors, ce qu'on utilise assez souvent, c'est la formule de tel H. On n'a pas fait d'exercice là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas fait d'exercice sur la formule de tel H. Est-ce que vous connaissez la formule de tel H? Ben, j'espère que vous l'avez vu en cours. Est-ce que ça a été fait en cours? Oui, on a vu. Ça a été fait en cours, d'accord. Alors, la formule de tel H, quand les conditions sont vérifiées. Lorsque les conditions, il faut que ce soit n fois dérivable, il faut que la dérivée nème soit continue, des trucs comme ça. Donc, il y a des conditions. Alors, une fois que les conditions sont vérifiées, si elles sont vérifiées, en x ou 0, ou là en 0, je vais écrire la formule de Taylor en 0. Alors, la formule de Taylor en 0, elle dit que f de x, elle va s'écrire f de 0. C'est la formule de, comment on appelle ça? C'est la formule de Taylor, c'est la formule de Young ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a plusieurs versions de la formule de Taylor. La formule de Taylor, c'est f de b égale
f de a sur un intervalle AB. Hein. Donc, je suppose que les conditions sont vérifiées sur un intervalle AB. Elle est n fois dérivable, que la dérivée nème, n plus unième existe en 0, etc. Donc, on va avoir f de b égale à f de a plus b, alors, plus b moins a. Attendez, c'est ça, c'est b moins a, c'est ça. Sur factoriel 1 fois f' de a plus b moins a au carré. Peut-être que c'est pas comme ça qu'on dit. Il vaut mieux commencer par f' de a sur 1 fois b moins a. Ensuite, ou la peu importe, allez, b moins a au carré. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Sur 2 factoriel. F seconde de a, etc. Et puis on arrive à b moins a à la puissance n sur n factoriel fois fn, c'est-à-dire nème en a. Et puis plus un reste. Alors il y a plusieurs expressions du reste. Il y a plusieurs expressions du reste. Alors le reste de Lagrange par exemple, c'est b moins a à la puissance n plus 1. Le reste de Lagrange, c'est b moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois la dérivée n plus unième, la dérivée d'ordre n plus 1 en un point C. Alors le point C, il est compris entre A et B. Donc C, il est compris entre A et B. Ça s'appelle le reste de Lagrange. Il y a d'autres expressions du reste, etc. Ça a été fait en cours. Alors maintenant, la formule de Taylor, Young, je ne sais plus comment on appelle ça, je pense que c'est la formule de Taylor-Young, c'est lorsque vous avez l'intervalle AB où A est égal à 0 et B est égal à un certain X. Donc si vous prenez A égale 0 et B égale à X, donc si c'est valable dans l'intervalle 0x. Alors que devient la formule de Taylor? Alors ça devient f de x égale f de 0 plus, commencez par prendre ça sur un factoriel. Donc f' de 0 sur 1 factoriel. Et puis c'est quoi b moins a? Alors regardez, c'est quoi b moins a ici? X au carré. X. Non, c'est x. Ensuite, la deuxième partie, la suite, c'est f seconde de a sur 2 factoriel. Donc c'est f seconde de 0 sur 2 factoriel. Que multiplie b moins a au carré. B moins a au carré, c'est x au carré. Ainsi de suite. Alors, quand on arrive à la dernière expression, c'est fn de a. Donc la dérivée nème en 0 sur n factoriel. B moins a à la puissance n, c'est xn.
et plus un reste. Alors le reste, vous l'écrivez comme ça. Bah alors ça c'est quoi? F' de 0 sur 1. Bah c'est un F0, je l'appelle A0. Ça, je l'appelle A1. Ça c'est une constante, je l'appelle A2. Ainsi de suite, ça c'est une constante, je l'appelle AN. Alors à ce moment-là, cette écriture-là, c'est quoi? C'est A0 plus A1x plus A2x2 plus ANxN plus un reste. Ben c'est un DL. Ça donne un DL. Donc la formule de Taylor au voisinage de 0, ça vous donne un DL. Alors, une façon de calculer un DL, c'est de calculer la formule de Taylor. Donc toutes les fonctions que vous connaissez, que vous avez vues jusqu'à maintenant, les fonctions arc sinus, arc cosinus, sinus, cosinus, exponentielle, logarithme, tangente, etc. Tout ça, c'est des fonctions qui sont n fois dérivables, qui sont dérivables indéfiniment. Donc, les conditions de la formule de Taylor, elles s'appliquent pour ces fonctions-là. Toutes les fonctions que vous avez vues jusqu'à maintenant, ce sont les fonctions élémentaires. Ce sont des fonctions qui admettent une formule de Taylor. Et l'existence de la formule de Taylor, c'est l'existence d'un DL. Ça, c'est une façon de faire. Alors, il y a d'autres façons de calculer un DL. Par exemple, ici, il y a deux façons de calculer, enfin, il y a plusieurs façons de calculer un DL. Par exemple, ici, on peut faire ce qu'on appelle la division suivant les puissances croissantes. Est-ce qu'on vous a parlé de ça en cours? Oui. Quand on est un polynôme divisé par un polynôme, il y a deux sortes de division. Il y a ce qu'on appelle la division euclidienne. Il y a la division suivant les puissances croissantes. Eh bien, la division suivant les puissances croissantes, ça donne un DL aussi. Alors, en cours, en principe, c'est comme ça qu'on procède d'habitude. Alors, en cours, on vous donne certains DL qu'il faut connaître. Est-ce qu'on vous a donné la liste des DL à connaître? ln Comme ça, oui. S plus Est-ce que 1. vous avez cette liste-là? Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'on vous l'a donné sous forme d'une liste ou est-ce que on vous l'a communiqué en cours? Est-ce que vous avez cette liste? Non, moi aussi. Non. Alors, il y a une certaine liste des DL qu'il faut connaître. Alors, les DL usuels, ce qu'on appelle les DL usuels, c'est 1 sur 1 moins x. Ça, il faut connaître. Alors, il y a le DL de exponentielle x. Il faut connaître. Il y a le DL de ln. C'est pas ln x, mais ln de 1 plus x. Ça s'appelle les développements limités usuels. Il y a sinus. Cosinus. La tangente, c'est pas la peine. Si vous connaissez sinus et cosinus, c'est bon. Vous allez déduire la tangente. Alors, quoi encore? Ln, sinus, cosinus. 1 plus x à la puissance alpha. 1 plus x à la puissance alpha. Où alpha, c'est un réel. Etc. Donc, ceux-là, ce sont des DL qu'il faut connaître. Il faut les connaître. On les obtient avec la formule de Taylor. Ces DL-là, ils sont obtenus avec la formule de Taylor. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure comme introduction. Alors, la formule de Taylor vous donne ces DL. À partir de ces DL, on peut calculer les DL des autres fonctions telles que celles que vous avez ici. Donc, il y a certains DL qu'il faut connaître. Il faut avoir le formulaire avec soi. Ces DL-là, il faut les connaître. Parce qu'on ne peut pas les retrouver à chaque fois. Ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir d'où ils viennent. Ils viennent de la formule de Taylor. À partir du moment où on les a, on les utilise pour calculer les DL de n'importe quelle fonction.
Alors, par exemple, pour la première, c'est x2 plus 1 sur x plus 1. Comment calculer son DL? Alors, il y a deux façons de faire. Il y a d'abord le DL de cette fonction, 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x, ça donne 1 plus x2 plus ainsi de suite, plus xn et plus un petit taux de xn. Alors, avant les vacances, je vous ai parlé de ce que signifie petit taux de xn. C'est quoi petit taux de xn? L'erreur. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie quand on dit petit taux de xn? L'erreur ou bien le reste? X Alors, puissance 1 fois epsilon 1. alors, Ah, petit taux de, oui, c'est xn fois epsilon n, effectivement. Petit taux de xn, on peut l'écrire, effectivement. C'est xn fois une certaine fonction epsilon x avec la limite de epsilon x quand x tend vers 0 égale à 0. Mais de manière générale, quand on vous dit que petit taux de xn est égal à une certaine fonction f, ça signifie quoi? Vous avez dit tout à l'heure, c'est l'erreur qui dépend de x. Donc c'est une fonction de x. Petit taux de xn, quand on vous dit que c'est égal à f, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que la limite de f de x sur xn est égale à 0. Donc, 1 sur 1 moins x, en fait, c'est 1 plus x2 plus xn, plus un reste. Ce reste-là, c'est quoi? C'est une fonction, le petit taux de xn, c'est quoi? C'est une fonction f telle que la limite de f de x sur xn, quand x tend vers 0, est égale à 0. Dans ce cas-là, le reste, on l'appelle petit taux de xn. Alors, si je connais 1 sur 1 moins x, est-ce que je peux connaître 1 sur 1 plus x? Oui, je fais juste un changement de variable. Ça, c'est 1 sur 1 moins x. Donc, ça va être égal à 1 moins y. Mais 1 sur 1 moins y, c'est quoi? C'est 1 plus y2, etc. Ensuite, vous remplacez y par moins x. Et vous obtenez le dl de 1 plus x. 1 sur 1 plus x. Donc, on ne fait pas changement de variable. Est-ce que je peux connaître le dl, par exemple, de 1 sur 1 plus x2? Oui. Oui, ben je fais un changement de variable. Je pose y égale à x2. Oui, puisque je connais 1 sur 1 plus x, je le connais. Je viens de le trouver. Donc, c'est quoi 1 sur 1 plus x2? Eh bien, c'est 1 sur 1 plus y. Ou là, 1 sur 1 plus t. Puisque je connais le dl de 1 sur 1 plus x, donc je connais le dl de 1 sur 1 plus t. Avec t égale x2. Et puis, une fois que vous avez le dl en fonction de t, vous remplacez le t par x2. Et vous avez le dl de cette fonction. Donc tout ça, ça s'appelle les dl par changement de variable. Mais ils proviennent d'où? Ils proviennent de ça. C'est ça la base. Donc, comment calculer le dl de la fonction qu'on vous a donnée ici? x2 plus 1 sur 1 plus x. Alors, je calcule le dl de 1 sur 1 plus x. Le dl de 1 sur 1 plus x, c'est quoi? Ben, je viens de faire les calculs ici, je continue. Donc là, c'est 1 plus y plus y2. On vous demande un dl alors 3. Donc, plus y3 et plus un petit taux de y3.
Alors maintenant, je remplace, je reviens à x. C'est quoi x? C'est quoi y? X au carré. Ah, moins X, moins X. Non, c'est moins x. Je suis là. Y, c'est moins x. Donc, je remplace y par moins x. Donc, c'est 1 moins x plus moins x au carré. Donc, c'est x carré. Et y au cube, c'est moins x au cube. Donc, c'est moins x au cube. Et puis, petit o de y3, ça va être petit o de x3. Et voilà le dl à l'autre loi de 1 sur 1 plus x. Maintenant, puisque je connais le dl de 1 sur 1 plus x, on vous demande le dl de x carré plus 1 x carré plus 1 sur x plus 1, ou la 1 plus x. Donc, comment vous allez dire? Ben, vous allez dire que ça, c'est x carré plus 1. Fois le DL de 1 sur X plus 1. Voilà. Fois 1 sur 1 plus x. Alors, comme le dl de 1 sur 1 plus x, je le connais, je le remplace, et puis je multiplie par celui-là. Et j'obtiens le dl du produit. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc vous voyez, ça provient de cette formule. Donc, il faudrait que vous ayez la liste ce qu'on appelle les dl usuels. Il faut avoir une petite liste des dl usuels. Je vais demander à votre chargé de cours. Si il l'a faite, c'est bon. Sinon, je vais essayer de faire une liste et je vous la communique. Donc, les dl usuels, il faut les connaître. Ça provient de la formule de Taylor. Et à partir des dl usuels, on va calculer les ODL. Donc, par exemple, comment on fait pour calculer la première fonction? Eh bien, je regarde la liste, je connais le dl de 1 sur 1 moins x. À partir de là, je déduis le dl de cette fonction. Il y a une autre façon de faire. Bon, j'ai perdu du temps, mais c'est utile pour la suite. Je dois passer par là. Alors, une deuxième façon de faire, c'est la division suivant les puissances croissantes. Quand est-ce qu'on l'utilise? C'est lorsque j'ai un dl sur un autre dl. Ou bien, si j'ai un polynôme sur un autre polynôme. Alors, il faut juste s'assurer que le dénominateur Q de 0 n'est pas égal à 0. Il faut juste s'assurer que Q de 0 n'est pas égal à 0. Ou bien, quand j'ai un dl ici, un dl, ça commence par A0 plus A1x plus etc. Il faut que le premier coefficient A0, il faut qu'il soit non nul. Alors, lorsque j'ai la première situation ou bien la deuxième, alors je peux trouver le dl en faisant ce qu'on appelle la division suivant les puissances croissantes. Alors, comment on fait la division? Par exemple, ici, regardez la première fonction. C'est x carré plus 1 sur x plus 1. Alors, la technique, ça s'appelle division suivant les puissances croissantes. Donc, on commence par la plus petite, ensuite, ça augmente. Ce qui fait que la fonction, il ne faut pas l'écrire x2 plus 1 sur x plus 1. Il faut l'écrire 1 plus x2. Il faut l'écrire 1 plus x2. Les puissances, il faut qu'elles soient croissantes. Il faut qu'elles augmentent. 1 plus x2 sur 1 plus x. Et comment se fait la division? Elle se fait comme la division classique. Donc, vous commencez par 1 plus x2 et vous divisez par 1 plus x. Vous suivez donc. Hein? Alors, pour avoir un 1 ici, qu'est-ce qu'il me faut ici? Il faut un 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1. 1 fois x, c'est plus x. Donc, plus x. Ensuite, je fais la différence. C'est comme une division classique. 1 moins 1, ça donne 0. Et donc, j'obtiens x2 moins x. Mais il faut l'équilibre avec les puissances croissantes.
Donc je commence d'abord par moins x plus x carré. Toujours les puissances croissantes. Alors maintenant, pour avoir moins x, qu'est-ce qu'il me faut ici? Moins x. Moins x. Je continue. Moins x fois Moins 1, x. ça donne moins x. Moins x au carré. Moins x fois x, ça donne moins x au carré. Je fais la différence. Ah, j'arrive, j'ai pas beaucoup d'espace. Hein. Alors, moins x, ça s'en va. Ensuite, j'ai x carré moins x carré. Qu'est-ce que 2x. ça donne? 2x carré. Alors, je vais m'arrêter à 2x carré. Alors, donc ici, qu'est-ce que je dois avoir? 2x carré. 2x carré. Alors, quand je multiplie, donc je vais avoir 2x carré, je vais m'arrêter à 2x carré, d'accord? Donc je vais avoir 2x carré. Ensuite, plus 2x cube. 2x au cube. Alors, je fais la différence. Le 2x carré, il s'en va. C'est quoi le reste? C'est moins 2x au cube. Alors maintenant, quand on a une division, lorsque vous dites que A divisé par B égale à C, et puis un reste D, qu'est-ce que ça signifie cette division? Ça signifie que A C'est égale à B fois C plus D. C'est bien ça. Ou bien A sur B. C'est quoi A sur B? C plus D sur B. Plus Voilà. d sur b. Mais il vaut mieux la retenir comme ça, c'est mieux. Donc A, c'est B fois C plus D. C'est pour ne pas qu'il y ait des divisions. A, c'est B fois C plus D. Si vous voulez qu'il y ait A sur B, donc ça va être égal à C plus D sur B. Donc vous retenez comme vous voulez. Les deux sont équivalents. Ben là, on fait la même chose. Donc j'ai ça qui est égal, ce polynôme divisé par celui-là, c'est égal à ça plus ça. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ben j'ai pas d'espace. Hein. Je sais pas où est-ce que je vais écrire. Je vais prendre une autre page blanche. Donc, non, même celle-là, elle est plus. Alors, donc j'ai 1 plus x carré divisé par 1 plus x. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que c'est 1 moins x. Hein, rappelez-moi, 1 moins x plus 2x2, c'est bien ça. 1 moins x plus 2x2 plus 2x2. Et le reste ici, le dernier reste qu'on avait trouvé, c'est moins 2x au cube. Alors, comment s'écrit cette division? Elle va s'écrire 1 plus x2 divisé par 1 plus x, c'est égal à quoi? C'est 1 moins moins x x plus plus 2x 2x2 moins moins 2x 2x puissance cube 3 sur sur 1 plus x au carré. 1 plus x. 1 plus x, pardon. Voilà. Alors maintenant, tout ceci, ça va être un petit taux, c'est un petit taux de x2. Alors, x2 parce que je suis arrêté à x2 ici. Ça, c'est un petit taux du x2. Pourquoi? Pourquoi je peux dire que ça, c'est un petit taux du x2? Alors, regardez la définition. Quand est-ce que je peux dire que une quantité, où est-ce que je l'ai écrit? Quand est-ce que je peux dire qu'une certaine fonction f, c'est un petit taux de xn? Si elle tend vers 0. C'est lorsque la limite de f sur xn est égale à 0.
Alors ici, ce que j'ai envie de dire que 2 moins 2x au cube sur 1 plus x, c'est un petit taux du x2. Pourquoi c'est un petit taux du x2? Parce que la limite de 2 sur 1 plus x égale 0. de moins 2x au cube Plus 1 sur 1 moins sur 1 plus x, fois le tout x divisé par x carré, parce que c'est un petit taux de x carré. Donc je divise par x carré, ça revient à multiplier le dénominateur par x carré. Quand x tend vers 0. Alors, vous avez x au cube sur x carré. Donc ça devient moins 2x sur 1 plus x. Donc ça, c'est la limite de moins 2x sur 1 plus x. Et quand x tend vers 0, ça c'est égal à quoi? Zéro. X tend vers 0. Le numérateur c'est 0, le dénominateur c'est 1. Donc c'est égal à 0. Est-ce que ce reste-là, c'est bien un petit taux du x2? Oui. Oui. Alors ça va être égal donc à 1 moins x plus 2x2 Alors, dorénavant, lorsque vous faites la division, si on vous demande à l'ordre 2, dès que vous trouvez x2, vous vous arrêtez, et le reste, c'est pas la peine de justifier. Le reste, vous dites que tout ce qui reste, c'est un petit taux de x2. Et cette écriture, donc, c'est quoi? Eh bien, c'est un DL. C'est un DL. À l'ordre 2, au voisinage de 0. Donc, la division suivant les puissances croissantes, elle donne des DL. Alors, donc, alors, je vais au moins vous lire le corrigé de la première fonction. Bon, il y a une erreur ici, j'ai mal écrit le développement. Alors, je vais rectifier. Alors, voilà la première fonction, c'est x carré plus 1 sur x plus 1. Donc, on vous demande un développement limité de f1 au voisinage de 0 à l'ordre 3. La première méthode, c'est que on sait que 1 sur 1 plus x est égal à ça. Est-ce que vous avez compris comment on l'a obtenu? On l'a obtenu à partir de 1 sur 1 moins x. Ça, c'est un DL que vous êtes censé connaître. Alors, une fois que vous connaissez ce DL, celui-là, on l'obtient par changement de variable. Et donc, vous obtenez ceci. J'ai fait les calculs devant vous. Je vous ai montré comment faire. Alors, donc, f1 de x, c'est quoi? C'est x carré plus 1 fois ce DL. Alors, quand on vous dit un DL à l'ordre 3, quand vous faites le produit, par exemple ici, quand on fait le produit, vous allez avoir x2 fois x2. Ça vous donne quoi? X puissance 4. Ben, il ne faut pas le mettre. Quand vous dites x puissance 4, il ne faut pas le mettre. Parce qu'on vous demande un DL à l'ordre 3. À l'ordre 3, eh ben, x à la puissance 4, c'est un petit taux de x3. Donc, dès que la puissance dépasse l'ordre, vous le mettez dans le petit taux. Il rentre dans le petit taux. Donc, c'est pas la peine de le mettre. Si j'avais le temps, je vais vous justifier pourquoi. Mais j'ai pas le temps. On a déjà dépassé le temps. Donc, je ne peux pas expliquer. Alors, donc, quand vous faites le produit, vous ne gardez que les puissances qui sont inférieures ou égales à 3. Tout ce qui dépasse 3, vous l'injectez dans le petit taux. Vous le mettez dans le petit taux. Alors, donc, si je veux garder que les puissances qui sont inférieures ou égales à 3, donc x2 fois 1, je le garde. x2, je le garde. x2 fois moins x, donc c'est moins x au cube, il faut le garder. x2 fois x2, c'est x4, donc je ne vais pas le mettre. x2 fois x3, c'est x5, je ne vais pas le mettre non plus. Ensuite, 1 avec 1, je le mets. 1 avec moins x, on le garde. 1 avec x2, 1 avec moins x au cube, on le garde. Et puis on fait la somme. Tout ce qui dépasse
x3, on le met dans le petit o. Tout le reste, on le met dans le petit o. Et donc, voilà ce que vous obtenez. Ça s'appelle le DL à l'ordre 3 au voisinage plus 1. Alors, la deuxième façon de faire, c'est la division. La division, comme je l'ai faite. Moi, je l'ai faite jusqu'à 2x2 parce que je n'avais pas d'espace pour continuer. Mais là, il faut aller jusqu'à x3. D'accord? Alors, quand on va jusqu'à x3, vous allez avoir la quantité que vous obtenez ici, et puis tout le reste, c'est pas la peine de justifier, c'est pas la peine de mettre, tout le reste, c'est un petit taux de x3. Et donc, vous avez f1 qui est égal à 1 moins x plus 2x2 moins 2x3, et puis tout ce qui dépasse, c'est un petit taux de x3. Alors, est-ce que cette quantité est égale à celle-là? Oui. Oui. Parce que le DL, il est unique. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous devez trouver la même chose. Le DL, quand il existe, il est unique. Ce qui fait que, quelle que soit la méthode utilisée, elles doivent toutes aboutir à la même, au même. Non, je ne pas de me dire, de me donner des calculs. Je vais vous demander de me dire comment on va calculer le DL de cosinus x sur 1 plus x. Est-ce que quelqu'un peut me dire la façon? Le DL de cosinus Le x. DL de cosinus. Oh, et 1 plus x sur 2 نخلوها parce que un polynôme نخلوه. Et après, D'accord. c'est cosinus x l'ordre 4. Non, à l'ordre 3. L'ordre 3, alors on fait. On vous demande un DL à l'ordre 3. Donc vous mettez tout, vous calculez tout à l'ordre 3. Et après, on fait la division. Ensuite, on fait la division. Ça, c'est la deuxième méthode. Regardez la deuxième méthode. La deuxième méthode, on utilise le DL de cosinus, le voici. 1 plus x2, son DL c'est 1 plus x2. Mais c'est pas la peine de mettre le petit taux. Le petit taux, c'est pas la peine. Vous prenez juste la partie le polynôme. 1 moins 1 demi de x2, 1 moins 1 demi de x2, et vous faites la division par 1 plus x2. Vous faites la division suivant les puissances grosses. Et vous obtenez un DL. La deuxième façon de faire, c'est quoi? La deuxième façon, c'est calculer le DL de 1 plus x2. 1 sur 1 plus x2. D'accord? Vous allez calculer le DL de 1 sur 1 plus x2, avec un changement de variable, à partir de 1 sur 1 moins x. Une fois que vous avez le DL de cette fonction-là, et vous avez le DL de cosinus. Le DL de cosinus aussi, c'est un DL usuel, il est connu. Ensuite, vous prenez ça, et vous le multipliez par ça. Comme on a fait tout à l'heure, comme on a fait ici. Vous faites le produit. Dès que vous avez des puissances qui dépassent 3, vous les mettez dans le petit. D'accord? D'accord. Voilà. On a calculé le DL de 1 plus x2, le voici. Le DL de cosinus, le voici. On fait le produit. On fait le produit des polynômes, et dès que ça dépasse 4, dès que ça dépasse 3, vous le mettez dans le petit. Et vous obtenez le DL. D'accord? Donc l'essentiel, quand on vous demande de calculer un DL, le plus important, c'est comment aborder le problème. C'est comment calculer. Qu'est-ce que je dois faire? La technique, qu'est-ce que je dois utiliser? Une fois que vous avez la méthode, le reste, c'est des calculs. Par exemple, pour la tangente, comment vous calculez le DL de la tangente? Ben, c'est la même chose, c'est sinus et cosinus. Sinus, cosinus. Sinus et cosinus. Donc le DL de sinus, vous l'avez. Le DL de cosinus, vous l'avez. Division suivant les puissances croissantes. D'accord? Voilà, alors entraînez-vous, entraînez-vous. Moi, je vais vous envoyer le corrigé. Bon, il y a des petites erreurs, il faudrait que je le relise d'abord. Ensuite, je vous l'envoie. Entraînez-vous, et puis, on m'a déconcentré. Donc, vous vous entraînez, et puis, vous comparez ce que vous avez trouvé avec le corrigé que je vous envoie. Parce qu'il est important de savoir tout, faire des calculs soi-même. D'accord? Donc,